Et pour cette vue de haut, nous retrouvons Anselme Boussuge. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Institut Triomphe. Vous allez d'ailleurs pouvoir rapidement rappeler aux auditeurs quelle est la nature de votre travail avec cet institut. Nous recevons aussi Virginie Joron, députée européenne du Rassemblement national. Et avec moi pour mener cet entretien, Richard de Sèze. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Alors Anselme, avant de commencer, je vous laisse justement présenter un peu votre travail et la raison de votre présence ici ce matin. Oui, absolument, merci. Alors effectivement, l'Institut Triomphe, qui a été fondé il y a maintenant un peu plus de 2 ans, vise tout simplement à soutenir l'action politique en France, donc l'action des parlementaires français et l'action également des parlementaires européens. Donc notre objectif, c'est simplement de donner un panel d'outils. Donc ça peut être un site internet, par exemple, sur lequel on recense plusieurs centaines de documents informatifs à destination, des documents synthétiques à destination des parlementaires. Ça peut être un collège de spécialistes, un collège de gens qui travaillent dans tout un tas de domaines et qui sont mis à disposition des parlementaires pour les éclairer sur les sujets qui comptent aujourd'hui. Le but, c'est simplement de permettre aux parlementaires qui sont aujourd'hui bien occupés d'être plus efficaces et de pouvoir mener leur mission de parlementaire le mieux possible. Voilà, et donc on est ravis de vous recevoir avec justement une députée européenne. Virginie Joron, est-ce que vous nous entendez? Alors, nous n'avons pas le son de Virginie Joron. Ah Ah, bon? là, c'est Ah bon. voilà, ça y est. Là, nous l'avons. Ah, bonjour, C'est vous m'entendez Franck le mieux là? fautif, il faut le dire. D'accord. Bon, bah écoutez, ça arrive, hein, c'est lundi matin. Mais oui, mais bien sûr. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, on vous reçoit donc tous les deux pour parler de ce manque de transparence finalement de l'Union européenne concernant à la fois le financement des ONG et puis tout le travail d'influence qui généralement se cache derrière. Virginie Joron, vous penchez énormément sur ces thématiques, ces financements parfois un peu troubles, ces ONG qui ne donnent pas forcément la véritable nature de leur mission. Est-ce que, en quelques mots, vous pourriez peut-être nous dresser le constat que vous faites aujourd'hui en étant députée européenne? Oui, alors comme vous avez dit, manque de transparence de la part de la Commission. Je vais vous donner un exemple emblématique, c'est l'histoire des contrats d'achat Pfizer, où on a encore aujourd'hui difficulté à avoir accès au contrat. Donc ça, c'est le premier exemple. Mais en fait, c'était l'arbre qui cache la forêt parce qu'on voit qu'il y a autour de la Commission tout un écosystème qui est mis en place à travers des ONG et qui aurait dû être aujourd'hui redevable de plus de transparence, puisque je rappelle, c'est ce rapport qui met en exergue cette difficulté de transparence de la part des ONG et finalement du manque d'expertise ou de volonté de savoir où vont les fonds européens de la part de la Commission, qui fait suite à ce scandale du Qatargate que nous avons vécu à l'ancienne mandature, où on a vu qu'il y avait des montages d'ONG bidons. Je vous rappelle deux noms emblématiques: Fight Infinity, et l'autre c'était No Peace Without Justice. Vous pouvez toujours aller voir sur le site, est toujours actuel. Et c'était donc deux ONG bidons qui recevaient des fonds européens. Et on a bien vu qu'elles ont été détournées par certains députés socialistes, je rappelle, et aussi d'anciens députés socialistes, pour finalement être lobbytisés, notamment par le Qatar, pour être plus sympathique avec certaines résolutions contre le Qatar. Donc c'est un écosystème qui est mis en place depuis des années. Il faut le dire, vous savez qu'aujourd'hui, à Bruxelles, c'est la capitale des lobbyistes. Et pour cause, parce qu'effectivement, la Commission est une grosse machine, une usine à normes qui ont des impacts sur certaines sociétés, des syndicats, des gouvernements. Et donc, toutes ces ONG participent finalement à la politique de la Commission parce qu'on vous donne de l'argent, mais en échange, on vous rend service notamment en faisant du lobbying auprès des députés. L'autre exemple, le scandale que nous avons vu cette année, c'est avec le projet LIFE, donc un projet qui pousse finalement à accepter l'inacceptable autour de l'écologie. On le voit avec cette idéologie qui finalement impacte la vie, le quotidien de tous les citoyens aujourd'hui, avec des mesures complètement inadéquates. On veut fermer, on jette nos voitures à moteur thermique, on veut plus de cheminées demain. On nous pousse à prendre nos voitures, notamment aujourd'hui, on voit la Commission veut que à partir de 10 ans de voiture, d'ancienneté de voiture, il faut que tous les ans, on fasse un nouveau contrat technique. Donc, tous ces projets, finalement, qui sont impulsés par la Commission, ils se servent d'ONG souvent bidons pour faire passer le message.
Mm. Virginie Joron, il y a normalement un lobbyisme admis, c'est-à-dire que, après tout, le fait que les députés soient éclairés par des gens qui ont le temps de travailler les dossiers paraît normal. Là, ce qui est vraiment préjudiciable, c'est que l'Union européenne suscite elle-même un lobbying, c'est-à-dire que sous prétexte d'éclairer le député, elle va elle-même chercher à biaiser en fait l'information qu'ils reçoivent. Et comment est-ce que l'Union européenne justifie ce scandale récent sur la promotion d'idées écologiques subventionnées par l'Union européenne elle-même, indépendamment des scandales habituels de prévarication et de détournement de fonds? Comment est-ce que l'Union européenne peut-elle admettre, ou au contraire ne pas admettre, qu'elle est à elle-même son propre lobbyiste? En fait, c'est ça qui est dérangeant, parce qu'elle décrit en fait noir sur blanc que le narratif, le projet européen de construction européenne vers un État fédéraliste, finalement, elle l'inscrit dans sa stratégie. C'est-à-dire que même pour recevoir des fonds, il faut respecter les valeurs de l'Union européenne. Donc d'un côté, elle assume complètement cette stratégie, et de l'autre, elle ne veut pas aussi être responsable de fonds sur lesquels elle pourrait remettre en question sa légitimité. Je vous prends un exemple. En 2021, j'avais vu qu'il y avait eu des fonds 127 000 euros qui avaient été versés par la Commission pour un fonds qui était à destination d'une fondation turque qui était très proche du régime d'Erdogan et qui avait rédigé un rapport sur l'islamophobie. Et comme c'était une fondation très proche des frères musulmans, ça posait question. Donc moi, j'avais interrogé à l'époque la commission, et elle m'a tout simplement répondu, c'est écrit noir sur blanc, c'est encore sur le site du Parlement européen sur ma fiche, où vous verrez qu'elle dit qu'elle n'est pas responsable de savoir comment on gère ces fonds. Donc il y a une double hypocrisie. Dans une certaine manière, la volonté de respecter les valeurs de l'Union européenne, alors j'ai envie de dire lesquelles, puisque là, ça pose question, puisqu'en fait, elle suscite finalement le trouble, puisqu'elle est peut-être complice de soutenir des associations, des fondations, des ONG qui quand même sont problématiques. Des proches des femmes musulmanes, c'est quand même très problématique, surtout aujourd'hui. Et de l'autre côté, elle nous parle de transparence à tout va, elle nous impose, nous, et c'est très bien, un registre de transparence à compléter. Vous voyez bien qu'elle s'initie aussi dans notre vie de tous les jours pour notamment gérer les assistants. Et de l'autre côté, parce qu'elle a cette stratégie, excusez-moi, il y a mon chat, je parle bien, et du coup, on voit bien que c'est une forme d'autocratie, j'ai envie de dire, avec tous les travers que cela pose, parce que d'un côté, on vend de la transparence, de la compétence, de l'expertise, et puis pour certains projets, notamment celui-là, que je vous ai indiqué en 2021, et puis sur le fait de vouloir imposer à coups de marteau la stratégie de l'écologie du pacte vert, ils sont prêts à être dans le conflit d'intérêts, même j'ai envie de dire, là, on a vu quelques commissaires, on l'a vu, c'était Timmermans qui faisait l'objet de cette critique et de ce scandale, puisque c'est lui qui a mis en place toute cette stratégie des projets autour du projet LIFE. Donc, où on impose une stratégie du pacte vert avec la complicité de certains lobbyistes. Donc, on voit bien qu'il y a ces troubles qui sont assumés. Et même aujourd'hui, par rapport à ce rapport de l'ECA, donc la Cour de justice européenne, qui a fait un très bon travail, pour le coup. Le bilan est bon, puisqu'on voit bien qu'il y a ces problèmes de transparence, un problème d'application d'une définition qui est pourtant très claire. C'est-à-dire que toutes ces ONG doivent être bénévoles, indépendantes des pouvoirs publics, sans but lucratif, et qu'elles ne doivent pas faire ni politique ni être syndicalistes, par rapport notamment à ces deux problèmes d'ONG soulevés lors du Qatargate. Alors la définition est claire, mais après quand ils l'appliquent, eh bien là il n'y a pas de volonté d'aller et de vérifier. C'est ce que déclare la Commission, enfin la Cour des comptes. Et le gros problème que moi je vois aujourd'hui, je suis allée plus loin dans l'analyse, parce que le problème c'est qu'il y a un état des lieux, tout le monde l'a vu, 7,6 milliards d'euros qui partent dans la nature, pas de contrôle de la Commission, et même, j'ai envie de dire, aussi des États membres, parce que dans le rapport, on voit bien que la France n'a pas voulu répondre aux demandes de ses juges,
Et le problème qu'ils ont soulevé, c'est qu'en France, il n'y a pas de définition d'ONG. Alors, il y a quand même plus de 2,6 milliards d'euros qui ont été versés à des États membres. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi la France ne définit pas ces ONG au regard de la définition très claire de l'Europe. Et j'ai envie de dire, quand on dit pourquoi, on cherche de comprendre. Moi, j'ai vu un seul exemple, Oxfam. Oxfam, c'est une ONG dite indépendante. En fait, c'est une organisation militante. Vous savez, c'est une ONG qui est en Europe, mais aussi dans tout le monde, qui fait de l'humanitaire, qui est pro-migrant, qui est contre la pauvreté, donc très bien pour l'humanitaire. On voit bien qu'en France, quand on regarde qui sont les dirigeants, ça pose question. L'ancienne dirigeante, puisqu'en 2019, c'était Manon Bry, qui a été maintenant recyclée au Parlement européen. Et aujourd'hui, la directrice de l'Oxfam France, c'est Cécile Duflot. Donc, vous voyez bien que cette promiscuité qu'il y a entre le politique, le militantisme et l'humanitaire, on va dire que c'est très ambigu, sachant que la problématique que nous avons vue quand on regarde tous les fonds qui sont versés à ces ONG, qui sont importants, mais au regard des chiffres, quand on a des chiffres de ces agences, on voit bien que la plupart de ces fonds sont pour rémunérer les cadres dirigeants. Je vous donne encore l'exemple de Oxfam. Les salaires, c'est entre 50 et 150 000 euros pour des ONG dites bénévoles et lutter contre la pauvreté. Donc, c'est un peu se foutre de nous. Et donc, du coup, on a posé, la semaine prochaine, nous avons en plénière des rapports que nous pouvons amender. Donc, on verra si les Français, les autres partis politiques, notamment celui de Manon Bry, va voter avec nous cet amendement où on demande plus de transparence sur le fond, où vont les fonds, et sur la mise en œuvre de l'application de la définition. Donc, on va poser la question aux autres parlementaires la semaine prochaine, et j'espère qu'ils voteront avec nous, et notamment sur les rémunérations qui sont excessives au regard de l'objectif initial de l'ONG, c'est-à-dire lutter contre la pauvreté, et finalement de dire qu'ils sont bénévoles, et on voit bien qu'ils ne sont pas bénévoles et plutôt militants. Virginie Joron, on vous reprend dans un instant. Je pense que vous allez être en lien avec la technique. On a des soucis de son, enfin, on ne vous entend pas très bien, donc on va essayer de résoudre ça. Mais en attendant, je me tourne vers vous, Anselme Boussuche. Vous êtes analyste, vous avez entendu donc ce que nous explique Virginie Joron. Tout ce manque de transparence, il se traduit justement par les chiffres et par les données, dans lesquelles vous vous êtes plongé. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Oui, absolument. Alors, j'ai lu effectivement le rapport de la Cour des comptes européenne. Je suis d'ailleurs bien heureux de voir que même Joron l'a lu également. Je pense que voilà, il y a assez peu de parlementaires qui font le travail parfois de fond de lire ces rapports qui sont assez longs et fastidieux. En tout cas, voilà, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Je vais aller dans le sens de Madame Joron. Effectivement, la Cour des comptes européenne, qui est un peu l'équivalent de notre Cour des comptes française, qui fait des analyses, a constaté, et ça ce sont leurs mots, qu'il y a un manque de transparence quasiment absolu. Et donc, quand la Cour des comptes européenne dénonce un manque de transparence quasiment absolu, c'est qu'il y a de quoi s'inquiéter. Ouais. Je vais reprendre par exemple tout simplement le cas des ONG. Mme Joron a effectivement indiqué qu'il n'y avait pas de définition de l'ONG en France. En France, on a effectivement des associations d'intérêt général, d'intérêt public, mais on n'a pas d'ONG. Et en fait, dans la majorité des pays européens, et c'est ce que révèle le rapport, il n'y a tout simplement pas de définition d'ONG dans quasiment les 3/4 des pays européens. Il y en a, je crois, en Grèce, en Lituanie, éventuellement en Espagne. Mais le fait est qu'il n'y a absolument aucune définition harmonisée à l'échelle de l'Union européenne, ce qui laisse lieu en fait à un flou total. Alors l'Union européenne donne, elle, sa définition, qui a été donnée par Mme Joron, mais qui est en fait relativement floue. Qu'est-ce que c'est qu'une association qui est indépendante des pouvoirs publics ? En vérité, ça dépend des pays. Et ça donne lieu à une certaine interprétation de la part de l'Union européenne, qui fait qu'on a 25% a priori la Cour des comptes a pris 90, un échantillon de 90 ONG. En fait, ils se sont rendus compte que 25% ne correspondaient pas du tout aux critères généraux de l'ONG et qu'il y avait même parmi ceux-là quelques petits scandales. Ils ont cité par exemple l'Institut national de recherche, qui est un institut de recherche d'un des pays membres, qui est censé donc être une ONG, donc organisation non gouvernementale, et qui au final, quand on creuse un peu, est 100% financé par l'État membre et 100% du board, donc du comité de direction, est constitué de fonctionnaires de l'État.
Voilà, donc on n'a pas forcément la définition de non gouvernemental. Et donc en fait, c'est un flou qui est partagé dans à peu près tout. Au final, la problématique, il faut bien comprendre comment est-ce que marchent les déclarations. L'ensemble des déclarations sont des déclarations sur l'honneur. Et donc, Ouais. il n'y a aucune vérification ni Ça a implique d'avoir de priori. l'honneur, faut-il Ça le implique rappeler. d'avoir de l'honneur. Et par exemple, cet Institut national de recherche avait juré sur l'honneur qu'ils étaient une ONG. Et apparemment, ça suffit bien pour la Cour des comptes, pour la Commission européenne. On a une problématique de transparence totale parce qu'il n'y a ni contrôle a priori, ni contrôle a posteriori. Du respect des valeurs, même on parle également des valeurs de l'Union européenne. Ces valeurs, elles sont un petit peu floues et en fait, c'est je m'engage à respecter les droits humains, etc. Mais en fait, quel contrôle est fait derrière cela? Absolument aucun. Et deuxième élément qui est extrêmement important, je pense, à soulever, c'est que bon, les valeurs, on peut dire, ça peut être, on va dire que tout le monde partage les mêmes valeurs, mais pour l'argent, c'est un petit peu compliqué. Je vais donner un exemple très concret. Il faut comprendre que, on parlait tout à l'heure de LIFE, il y a également d'autres gros instituts. On a Erasmus, le Fonds Asile, Migration, Intégration, ce qu'on appelle le FAMI, le Fonds social européen. Et donc tout ça, ça donne quasiment plus de 12 000 ONG qui sont enregistrées dans les fichiers. Il faut bien comprendre que l'argent n'est justifié que pour ce qu'on appelle le premier niveau en Europe. Le premier niveau, c'est quand l'argent est donné directement par la Commission européenne à des très très gros instituts du genre la Famille, l'Erasmus ou LIFE. Et à partir de là, on entre dans ce qu'on appelle le second niveau. Et donc le second niveau, qui est le moment où les associations redistribuent l'argent à d'autres associations, c'est-à-dire des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers d'autres associations. Ce second niveau n'est absolument pas contrôlé. Donc la problématique qu'on a et qui a essayé d'être amendée assez récemment, mais on est censé avoir d'ici 2028, donc autant dire que c'est pas, c'est pas demain, d'avoir un peu plus de transparence. La problématique, c'est qu'on a donc des dizaines de milliers d'associations qui sont financées, on ne peut pas savoir les noms, parce qu'il n'y a aucun traçage, on ne peut pas savoir les montants, parce qu'il n'y a aucun traçage, on ne peut pas savoir pour faire quoi, parce qu'il n'y a aucun traçage. Et là, on parle de plusieurs milliards et des milliards d'euros par an. Et donc, le troisième niveau, qui est le niveau au niveau des États, par exemple, c'était 400 millions d'euros pour la France sur les 2 dernières années. Pareil, il n'y a aucune justification qui est demandée. Donc, la France peut donner de l'argent à peu près n'importe quelle association pour faire à peu près n'importe quoi. Et en fait, on ne peut pas savoir, et c'est aussi le problème auquel s'est confrontée la Cour des comptes européenne, c'est-à-dire qu'en fait, ils disaient, mais voilà, on sait à peu près les problématiques, mais on n'en arrive pas du tout à identifier quelles sont les associations qui vont bénéficier. Tout ce qu'ils peuvent savoir, c'est qu'il y a à peu près 30 associations qui reçoivent plus de la moitié des financements. En fait, il y a des milliers d'associations et en fait, une petite partie d'associations reçoit la majorité des dons. Et dans le reste de dons, par exemple, c'est également important à notifier, par exemple, le Fonds social européen, donc Erasmus, etc., sont censés redistribuer les dons, comme je vous disais tout à l'heure. Au final, seuls 10% de l'argent a priori été distribué aux ONG. Le reste, donc 1,3 milliard d'euros pour l'année dernière, a été redistribué à des structures dont, comme je vous le disais, on ne connaît ni le nom ni la vocation. On va continuer à discuter de ce sujet, mais avant cela, chers auditeurs, je vous rappelle la suite du programme. À 9h07, on retrouve Régis Le Sommier pour l'addition, donc restez avec nous. Anselme Boussuge, est-ce que, à partir des informations qu'on a sur le financement de ces associations, de ces ONG, on peut quand même imaginer, déterminer les influences justement des lobbies au sein de l'Union européenne qui doivent probablement pousser ces financements et donc le poids idéologique qu'il y a aussi derrière toutes ces questions? Oui, alors le problème effectivement des lobbies, c'est que on en a qui sont effectivement censés être déclarés au sein de l'Union européenne, tout comme en France. Donc eux, c'est auprès de l'agence de transparence. Il y a également ce qu'on appelle le STF dans l'Union européenne. Le problématique, c'est que le manque de transparence fait que, in fine, il est quasiment impossible de les détecter. Là, je sais que la Cour des comptes européenne a relevé dans son rapport 2 cas d'ONG qui faisaient de la sensibilisation, ce qu'il appelait la sensibilisation auprès de politiciens, et qui étaient elles-mêmes déclarées comme représentants d'intérêts, c'est-à-dire qu'elles avaient effectivement fait leur bonne déclaration. Nous sommes des lobbies, nous avons des intérêts et nous faisons de l'influence auprès de politiciens. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune déclaration, aucune obligation de déclarer les conflits d'intérêts non plus. C'est-à-dire que le manque de transparence, il est total. C'est-à-dire qu'on ne demande pas non plus aux associations qui sont financées de ne pas faire de lobbying
Et donc à partir du moment où on dit aux associations qu'elles sont libres de faire du lobbying, forcément elles vont le faire, et ce lobbying n'est pas déclaré, contrairement à d'autres types de lobbying. Et donc là, il y avait par exemple deux ONG qui ont effectivement fait du lobbying, et voilà, on dit, bah, là, on s'est déclaré comme lobby, mais de toute façon, il n'y a pas de contrôle a priori, ni de contrôle a posteriori. Donc au-delà d'une volonté enfin, et pour conclure, au-delà d'une volonté réelle de l'Union européenne de favoriser le lobbying, je pense que c'est quand même surtout un manque de compétences et un manque de volonté. Voilà, je pense que Mme Jérôme pourra en dire davantage que moi, mais quand on regarde tout ça, en fait, il y a également des ONG qui n'étaient pas considérées comme des ONG alors qu'elles étaient ONG, et inversement. Et en fait, plus de 90% par exemple des 70 000 entités qui ont reçu des paiements n'ont au final pas été déclarées comme ONG. Pourquoi? Tout simplement parce que personne n'a rempli le champ correspondant dans la demande. Voilà, donc c'est juste une incompétence crasse, je dirais, plus qu'une volonté réelle de permettre du lobbying au sein de l'Assemblée. Je vous voyais acquiescer, Virginie Joron. Oui, oui, bien sûr. Je vais compléter parce qu'il y a un manque effectivement de compétences. Ça, je l'ai vu dans plusieurs dossiers, notamment un exemple énorme, c'est celui de l'agence EMA encore à Londres. On continue toujours, tout le temps à payer alors qu'il n'y a plus personne dedans. Non, moi, je pense qu'il y a quand même aussi une volonté d'engraisser un certain écosystème d'ONG qui sont favorables à la Commission. Et je le vois à travers ce rapport aussi, parce que vous l'avez dit, ceux qui gagnent le plus, les plus grosses ONG, qui prennent la moitié de la part, ce sont 30 ONG. J'ai demandé la semaine dernière à l'ECA, puisque ce rapport est très bien fait, il faut aller plus loin, parce que maintenant qu'on a ça, il faut savoir quoi en faire. Donc j'ai posé la question à l'ECA, donc au juge de cette cour, pour avoir finalement la liste de ces 30, puisqu'il faut aller plus loin maintenant, il faut aller investiguer pourquoi, qui sont-ils, pourquoi ils touchent autant, pourquoi il y a ce manque de transparence, pourquoi la définition de l'ONG n'a pas été appliquée par la Commission. Donc voilà, donc moi j'en suis à ce stade, et l'ECA m'a répondu que cette liste n'avait pas à être publique. Donc il y a un manque de compétences, certes, mais il y a aussi une volonté de protéger certaines ONG, je le dis, protéger certaines ONG qui sont favorables à la Commission, qui sont là juste pour développer et propager le narratif de l'Union européenne. Je vais vous donner un autre exemple très concret qu'il faut relier aussi à ce scandale, c'est cette commission spéciale EUDS. C'est une commission spéciale qui s'appelle Bouclier sur la démocratie. Et vous verrez que dans la proposition de la création de cette commission spéciale, qui pour moi est un outil plus tard pour la commission, un futur outil pour la commission pour gérer, contrôler les élections, eh bien, il est dit clairement que toute information, toute campagne d'information relayée par un pays dit tiers malveillant avec la complicité entre guillemets de personnalités qui sont dans les États membres, eh bien, juste une campagne d'information, ils doivent lutter contre ce type d'ingérence qui pourrait nuire aux objectifs de l'Union européenne. Moi, je ne sais pas ce que c'est les objectifs de l'Union européenne. Donc, on voit bien qu'il y a cette volonté, de mise en place d'un écosystème favorable à la construction et la stratégie de la Commission européenne pour avoir plus de pouvoir, plus de compétences. On l'a vu durant la commission spéciale Covid liée à la pandémie, compétences santé qui n'est pas normalement une compétence de la Commission. On l'a vu avec la crise en Ukraine, maintenant ils ont la compétence défense. Demain, ça sera la compétence sur les élections, parce qu'il y a une volonté réelle de mise en œuvre, de mise en place d'une Union européenne avec une présidence, un gouvernement et l'effacement des États membres. Et donc, ces scandales des ONG, ils sont complices, ils sont tous complices de cette mise en œuvre, de cette stratégie. Il y a un rapport très bien fait qui a été mis en place il y a quelques temps, juste avant ce rapport. MCC, c'est une fondation hongroise qui a soulevé déjà ce problème. Mais voilà, on voit qu'il y a cet écosystème mis en œuvre par la Commission. On est là, députés européens, pour critiquer, et c'est très bien, s'opposer, aménager le texte, et c'est ce que nous allons faire la semaine prochaine, parce que maintenant, il faut aller plus loin dans la dénonciation et dans l'opposition, puisque c'est notre rôle. Et vous pouvez compter sur moi, sur notre groupe, pour le dénoncer. Et j'attends que les autres députés européens, qui, vous voyez très bien, certains se disent qu'il faut plus de transparence, qui s'offusquent, qui font des tweets, qui sont... Non, mais finalement, sur ce dossier, la France insoumise, Manon Aubry, elle est assez muette, alors que c'était une des premières à dénoncer le manque de transparence et à critiquer Mme von der Leyen. Mais bon, on voit bien qu'aujourd'hui, ça ne les arrange pas, parce qu'ils sont souvent complices, auteurs via ces ONG, à propager cette stratégie de l'Union européenne. Ils sont complètement complices, on le voit, je vous le dis avec l'exemple de l'Oxfam.
Et donc, on voit bien que ce double jeu, ce manque de transparence, il est aussi à dessein politique. Et la cascade qui a été décrite aussi bien par Anselme Boussus que par vous et fait vraiment penser à la manière dont l'USAID s'était organisée. C'est-à-dire, Exactement. on a des têtes de pont qui sont Mm. vraiment comme des super administrateurs d'ONG qui sont, eux, capables de réclamer les subsides et de faire en sorte qu'il y ait la plus grande gouvernance acceptable par les autorités de contrôle. Et derrière, il y a une poussière d'associations qui, elles, ne sont soumises à rien et qui, parce qu'elles sont estampillées valables par la tête de pont, agissent quasiment dans l'ombre. Et comment est-ce que on peut dériver, si j'ose dire, ce qui a été fait avec l'USAID aux États-Unis sur l'Union européenne? C'est le même principe, hein, effectivement. Donc l'USAID l'a compris effectivement que c'était des associations, des fondations, des ONG, des think tanks qui étaient juste là pour défendre le programme des démocrates. Et dans l'Union européenne, vous avez exactement le même écosystème. Alors, ça ne s'appelle pas USAID, mais ça s'appelle Fonds européen, ça s'appelle FSE, ça s'appelle FAMI. Et vous voyez bien que c'est un peu le parallèle de ce qui a été mis en œuvre aux États-Unis. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, Trump avait dit qu'il ne donnait plus de fonds pour Radio Free Europe, qui le siège est en République tchèque. Eh bien, tout de suite, la Commission a dit on va prendre le relais, on va récupérer le budget de cette radio pour continuer l'œuvre qui avait été mise en place avec les États-Unis. Donc, effectivement, il y a cette même volonté de la Commission pour continuer cette stratégie. Et on le voit avec un autre exemple, c'est-à-dire que toutes les ONG ou les fondations, les think tanks qui ne répondent pas aux valeurs dites de l'Union européenne, comme en Hongrie ou en Pologne, eh bien, vous avez bien vu, il y a du chantage à l'encontre de ces États membres par rapport à des fonds, puisqu'on voit bien que finalement, toute la nébuleuse autour de ces fonds européens, c'est juste pour dans les États du Sud, en Italie, on appelle ça la mafia. On achète des gens, on achète des trottoirs. Là, on achète des États membres. On le voit avec, je le dis, hein, la Moldavie, qui n'est pas un État membre de l'Union européenne, a reçu un chèque après les élections, puisque le résultat leur convenait, de 1,9 milliard d'euros. Ouais. Anselme Boussu, je vous vois acquiescer en entendant ce mot de mafia. C'est quand même un peu fort. Est-ce que vous allez dans le sens de Virginie Joron avec justement toutes les études sur lesquelles vous vous êtes penchée? Oui, alors évidemment, le mot mafia est un mot fort, mais je pense que sur le principe, c'est effectivement un système qui est bien entretenu. Le problème principal auquel on est heurté, c'est qu'en fait, on a des associations, donc déjà un groupe restreint d'associations, et deuxièmement, des associations qui ne vivent que de ça, et donc que d'argent public. Et ça, c'est une problématique. Quand on demande à la commission, ils ont fait une vérification sur à peu près 90 donc, associations qui ont joué le jeu de la transparence. Et en fait, sur ces 90 associations, 85% d'entre elles ne vivaient que d'argent public et 50% d'entre elles ne dépendaient à 100% que de l'aide de l'Union européenne. Et donc effectivement, on a un système où on a des gens qui vivent de l'argent de l'Union européenne avec un manque de transparence totale, parce qu'il faut aussi dire que dans le manque de transparence, c'est qu'il n'y a aucune vérification de la solidité financière des entreprises. Quand je parlais d'aucune vérification a priori, c'est également ça, à part évidemment encore une déclaration sur l'honneur, c'est-à-dire que au niveau des valeurs de l'Union européenne, s'ils font une déclaration sur l'honneur et si les statuts correspondent, alors ils sont jugés éligibles. Sur la solidité financière, si on leur dit est-ce que vous avez les moyens financiers de mettre en place les projets et qu'ils vous disent oui, sans aucune vérification, alors Ouais. ils sont également éligibles. Et donc on a effectivement un système de très grosses associations qui sont financées à très très grosse majorité par de l'argent public. Et ça, je pense que c'est le fond du problème. J'avais essayé de lancer un slogan hier sur X qui était 1 euro dépensé, 1 euro justifié. Effectivement, parce que, in fine, c'est quand même l'argent du contribuable et cet argent n'a pas à profiter à des ONG, à des organismes ou à des structures selon la bonne volonté de l'Union européenne. Et il faut que les politiques se penchent vraiment sur ce problème, et je vois a priori que ça va être fait avec Mme Joron et avec son groupe. Et en fait, c'est une volonté politique avant tout, et je pense qu'il y a des grandes avancées à faire. Ça va pas se faire en un claquement de doigts, mais on est là quand même sur un
je trouve un scandale et en tout cas un système qui ne profite pas aux contribuables européens. Et on va finir sur ces mots et sur votre slogan, Anselme, 1 euro dépensé, 1 euro justifié. Chers auditeurs, Exactement. contribuez à le relayer sur les réseaux sociaux. Virginie Joron, merci pour votre travail. vous. Comme le disait Anselme Boussuge, la tâche est grande, mais bon, vous vous y attaquez, et ce, d'ailleurs, depuis plusieurs années. Donc, merci pour cela. Je rappelle que Merci vous à êtes vous. députée européenne du Rassemblement national et particulièrement engagée sur ces questions. Merci. Merci aussi Anselme Boussuge, donc Merci. président de l'Institut Triomphe et donc analyste politique. On vous retrouvera tous les deux très bientôt.